Au niveau des signalements, quand doit-on faire le signalement de l'arrêt de travail? En fait, il y a 2 échéances possibles. Le premier, c'est dans le cas de la subrogation. Donc subrogation, c'est, l'employeur, donc vous, qui percevez les indemnités sécurité sociale et qui les reversez, sous couvert la plupart du temps d'un maintien, à votre salarié. Et le deuxième cas, c'est en cas de non-subrogation, c'est-à-dire que c'est votre salarié qui va percevoir directement ces indemnités sécurité sociale. Donc dans le cas où il y a de la subrogation, la règle dit que vous avez entre le 5 ou le 15 du mois suivant la date de connaissance de l'arrêt pour faire ce signalement. Qu'est-ce qui se passe si vous ne faites pas, rapidement votre signalement? Ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas percevoir rapidement les indemnités sécurité sociale. Donc si vous êtes en subrogation, ça va impacter votre société. Par contre, s'il n'y a pas subrogation, ça veut dire que ça va impacter le salarié qui ne va pas percevoir ses indemnités journalières. Donc dans le cas de la non-subrogation, vous devez, faire le signalement dans les 5 jours ouvrés suivant la date de connaissance de l'arrêt. C'est-à-dire que si je suis en arrêt aujourd'hui, mais que je communique à mon employeur mon arrêt de travail, même si je ne suis pas censée le faire, dans 3 semaines, et ben, mon employeur a 3 semaines et 5 jours pour faire le signalement. Autre contrainte sur la DSN de signalement, il faut au minimum 3 mois d'historique de DSN mensuel correct. Alors on va revenir, là-dessus aussi. Le signalement arrêt de travail, ça permet d'établir, à votre place l'attestation de salaire. L'attestation de salaire, si vous la faites encore, selon l'ancienne méthode ou si vous la faisiez auparavant, directement sur Net Entreprise, vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, pour le cas d'un arrêt maladie, vous devez ressaisir les 3 derniers salaires rétablis précédant l'arrêt. Ce salaire établi, on verra qu'il provient de vos DSN mensuels. Ça veut dire qu'actuellement, pour tous vos salariés, qu'ils soient en arrêt ou non, vous déclarez le salaire établi, pour qu'on puisse derrière, récupérer les informations en cas d'arrêt. Et bien sûr, si vous faites un signalement d'arrêt de travail, ça remplace les attestations de salaire, donc il n'y a pas de double manipulation à faire, une fois sur le site et une fois, via la DSN. La DSN de signalement arrêt de travail remplace bien, les attestations de salaire. À ce jour, ce signalement n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas dans l'obligation de faire un signalement arrêt de travail en cas, d'arrêt. Si vous faites une attestation de salaire, ça fonctionne aussi. Alors pourquoi faire un signalement alors qu'on peut encore utiliser l'ancienne méthode? Ben, tout simplement parce que c'est plus rapide. C'est plus rapide, on le verra tout à l'heure, une DSN de signalement comporte très peu d'informations et par conséquent vous évite, la ressaisie, des salaires et la ressortie des historiques. Donc ça, le premier type, normalement ça vous parle déjà un petit peu. Le deuxième type de signalement, c'est le signalement de fin de contrat de travail unique. Donc jusqu'à l'année passée, on parlait de DSN de signalement fin de contrat de travail. Depuis janvier 2022, on a le U de unique qui est apparu. C'est un signalement qui est obligatoire. Depuis janvier 2022, on est censé faire uniquement que des DSN fin de contrat de travail unique, donc en remplacement des attestations papier qu'on pouvait faire à l'époque, de l'AED qu'on pouvait saisir sur le site de Pôle emploi ou de la DSN de fin de contrat de travail que l'on faisait auparavant. Donc là, l'objectif de ce signalement, c'est quoi? C'est récupérer l'attestation Pôle emploi que l'on va transmettre au salarié dans le cadre de son solde de tout compte et bien sûr dans le cadre de sa rupture de contrat. Au niveau, du délai, on est censé faire le signalement dans les 5 jours ouvrés qui suivent la rupture du contrat de travail. Donc en fonction de la date de départ du salarié, vous êtes censé faire dans les 5 jours, le déclaratif pour, le signalement. Au niveau des historiques, pareil, ça a bougé l'année passée. Auparavant, on avait sur une attestation Pôle emploi les 12 derniers mois de salaire, qui remontaient pour pouvoir constituer les droits, à allocation chômage du salarié. Maintenant, il nous faut 36 mois, d'historique. Donc là, c'est un peu plus parlant au niveau du gain de temps entre une saisie d'une attestation Pôle emploi à la main, et la DSN de signalement. On a un peu plus d'informations dans une DSN de fin de contrat de travail, c'est celle qui est la plus complète. On verra tout à l'heure qu'on retrouve les éléments d'une DSN mensuelle et on verra la différence entre cette nouvelle forme et l'ancienne. Et enfin,
le dernier type qui existe, le signalement ADV, donc amorçage des données variables. Ce signalement n'est pas obligatoire, c'est pour ça que très peu de personnes l'utilisent et très peu de personnes le connaissent en réalité. En gros, ce signalement, il va servir à quoi? Il va vous servir à plusieurs choses. Le premier, ce serait de récupérer le taux de passe. Alors vous allez me dire: «Mon taux de passe, je le récupère déjà tous les mois pour mes salariés, j'ai pas besoin de ça». Alors quand vous embauchez un nouveau salarié, imaginons que vous m'embauchiez aujourd'hui dans votre société, vous n'avez pas la connaissance de mon taux de prélèvement à la source parce que je ne faisais pas partie de votre DSN mensuel du mois précédent. Donc avant, le signalement d'amorçage, on avait 2 possibilités. Soit on laissait s'appliquer le taux neutre, donc le barème fiscal en fonction de ma rémunération, ou soit on pouvait faire sur le site de Net Entreprise, une demande via le service Topaz, qui n'était pas obligatoire. Et ben là, la DSN d'amorçage, en fait, elle va vous permettre de récupérer le taux de prélèvement à la source via un fichier CRM, donc le même fichier que le taux de prélèvement à la source que vous importez tous les mois, mais pour un individu spécifique. Autre, intérêt de la DSN de signalement d'amorçage, ça va être, d'anticiper les affiliations auprès des organismes complémentaires, donc notamment, la mutuelle et la prévoyance, pour que votre salarié soit couvert plus rapidement et reçoive plus rapidement sa carte. Ça permet aussi de signaler les changements de population ou les changements d'options, donc un salarié qui passerait de non-cadre à cadre. Ce signalement vous permet aussi d'obtenir les bilans d'identification du salarié. Donc ça, bilan d'identification du salarié, c'est quelque chose que vous avez déjà dans vos DSN mensuels. La plupart du temps, quand vous avez des anomalies sur ça, sur le BIS, c'est souvent, des erreurs sur les noms de famille, hein. Donc ça peut être, par exemple, un salarié qui a un nom composé, qui est déclaré avec un tiret dans votre paye. Imaginons, que mon nom de famille soit Sinaf Dubois, peut-être que vous, dans la paye, vous avez mis un espace et peut-être qu'en réalité, il y a un tiret, de déclaré auprès, des organismes de sécurité sociale. Donc souvent, c'est ça ou alors, les salariés qui se sont mariés et qui n'ont pas fait les changements de nom. Donc ils sont connus sous le nom de jeune fille, par exemple, chez vous, mais sont connus, sous leur nom marital, auprès des organismes. Et enfin, autre chose que l'on va pouvoir faire avec le signalement d'amorçage, c'est récupérer les numéros de contrat de travail. Alors, numéro de contrat de travail, j'en parle régulièrement quand on fait les DSN mensuels et je vais encore en reparler aujourd'hui dans les DSN de signalement. Chaque salarié a dans la DSN un numéro de contrat de travail qui lui est affecté. Et en fait, quand vous reprenez, des salariés d'une société, donc pas quand il y a une rupture de contrat, mais quand il y a par exemple, un transfert, une mutation ou quelque chose comme ça, vous êtes censé conserver le même numéro de contrat de travail parce qu'il n'y a pas eu de rupture du contrat. Si on synthétise un peu ça, c'est que mon numéro de contrat de travail, il me suit tout le long de mon contrat. Le seul moment où je vais changer de numéro de contrat de travail, ça va être quand j'ai une rupture. Donc quand j'ai eu un solde de tout compte et que j'ai un nouveau contrat, à ce moment-là, j'ai un nouveau numéro de contrat de travail et si, je viens par inadvertance, modifier ce numéro de contrat, on verra que dans vos historiques, ça peut vous créer, des anomalies, notamment sur les DSN de signalement. Donc voilà pour les 3 types, un peu à quoi ils servent et comment, ça fonctionne. Le signalement d'amorçage des données variables, ça veut dire aussi qu'on peut déjà envoyer l'amorçage avant d'avoir envoyé une DSN mensuelle. C'est là tout l'intérêt en fait, d'anticiper les divers événements pour vos nouveaux salariés qui sont arrivés. Par contre, ce signalement ne va pas, remplacer la DPAE qui reste obligatoire, parce que vous êtes censé faire la DPAE avant que votre salarié, ait commencé à travailler chez vous. Donc c'est bien 2 choses distinctes et la DPAE ne sera pas remplacée par de la DSN. En tout cas, c'est pas prévu que la DPAE, soit substituée, pardon, par un type de DSN. Donc j'ai choisi de commencer par la DSN de signalement arrêt de travail. Alors pourquoi commencer par celle-là? Bah, parce que c'est une des premières, qui existait tout simplement. Déjà dans un premier temps, il va falloir créer
un arrêt de travail. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser ça, vous pouvez me le dire, via le chat. Est-ce que déjà vous utilisez les signalements arrêt de travail et surtout si vous ne les utilisez pas, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Pour qu'on voit ensemble pour lever, les interrogations. Donc, au niveau des arrêts de travail, des signalements d'arrêt de travail, la première chose qu'on va devoir faire, c'est créer un arrêt de travail dans la paye, d'accord? Cet arrêt de travail, je vais vous remontrer dans le logiciel, comment faire. A priori, vous l'utilisez quasiment tous, c'est très bien. Je vais quand même vous remontrer, comment le générer, le créer pour, qu'on puisse être d'accord sur tous les petits champs qui vont bien. Donc ce que je vais faire, je vais tout de suite passer sur le logiciel, les captures d'écran, vous les avez. Pour, créer un arrêt de travail, ici, vous avez le menu gestion arrêt de travail. Donc dans ce menu gestion arrêt de travail, vous retrouvez la liste des arrêts déjà existants. Pour pouvoir en créer un, vous avez ici l'éternel petit plus créé de Senge et quand vous cliquez dessus, vous avez une fenêtre comme celle-ci qui apparaît. Donc dans cette fenêtre, la première chose qui est demandée, c'est le matricule du salarié. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on est bien d'accord que cette étape-là, création de l'arrêt de travail, vous ne le faites qu'à partir du moment où vous avez, l'arrêt de travail, du salarié et pas sur un on-dit. Si un salarié vous dit: «Un tel, est en arrêt de telle date à telle date», surtout ne saisissez pas les dates sans avoir vu l'arrêt, parce qu'il se peut que le médecin se soit trompé, que le salarié ait décalé d'un jour, et cetera, et cetera. Donc on crée bien notre arrêt de travail en indiquant les dates correctes de l'arrêt. La première chose, qui est à indiquer, bah, c'est quel est le salarié concerné. Donc soit vous connaissez son matricule, auquel cas vous pouvez le saisir ici, ou alors en cliquant sur le petit carré ici, vous avez accès, à la liste des salariés. Donc nous, on va partir du principe que c'est ma salariée, mademoiselle Jecrut, qui va être en arrêt. Ici, vous avez la nature d'absence, donc vous sont proposés, au minimum arrêt de travail, maladie, maternité, paternité, accident de travail. Si vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas les mi-temps thérapeutiques, et ben, tout simplement parce que je commence à faire des tests là-dessus, pour voir un petit peu comment ça va être géré par la suite. Donc ne vous inquiétez pas de ne pas avoir les mi-temps thérapeutiques chez vous. Je vais choisir un accident de travail. Alors, à partir du moment où vous avez choisi un type d'arrêt, en réalité, ici, ça fait appel à une nature d'événement. Donc, je vais vous remontrer derrière les natures d'événements, surtout pour le cas où vous n'auriez pas un motif qui apparaisse ici. Première chose qui est demandée, enfin, plus la première, du coup la seconde, la date de début d'arrêt. Donc là, vous mettez bien la date qui est indiquée sur votre arrêt de travail. Alors pourquoi je précise ça? Imaginons ce soir, je vais chez le médecin après la formation et le médecin me met un arrêt de travail. Ça veut dire que mon arrêt va commencer le 10 mai. On pourrait se dire: «Bah non, Aurélie, elle a travaillé le 10 mai, je l'ai eu en formation». Bah, c'est pas une raison. Même si j'ai travaillé toute ma journée du 10 mai, si mon arrêt débute le 10 mai, vous devez indiquer ici la date qui va bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ma paye est encore sur le mois d'avril. On va dire que je suis en retard dans mes traitements de paye. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire que mon arrêt débute le 11 avril. Alors pourquoi le 11 avril particulièrement? Parce que le 11 avril est un lundi. Et on va dire, donc là vous voyez, j'ai cliqué juste à côté, ça m'a mis à jour plein de dates, on va le voir juste après. Et on va dire que je suis en arrêt, enfin, que ma salariée est en arrêt jusqu'au 17. Donc une semaine calendaire du lundi au dimanche. Le fait d'indiquer une date de début et une date de fin, ça est venu alimenter plusieurs champs. Déjà, c'est venu alimenter le champ date de validité. Alors, date de validité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la date de validité en paye. Quand vous saisissez des arrêts, là, je saisis un arrêt d'avril sur la paye d'avril, mais on sait que dans la réalité, on pourrait avoir un arrêt du mois de mars, aujourd'hui, avec du retard. Donc ici, on indiquerait les bonnes dates de mon arrêt de travail, donc un arrêt, je ne sais pas, du 25 au 31 mars. Mais par contre, le mois de paye sur lequel ça va être impacté, ça va être mon mois de paye en cours. Donc la date de validité met en automatique un mois de paye courant pour que ça puisse s'impacter. Ensuite ici, on a la date de dernier jour travaillé. Alors,
Je vous ai dit que le 11 avril était un lundi et ici, en automatique, c'est venu m'indiquer dimanche 10 avril. Donc c'est pas une erreur du logiciel. Il y a quelques années, on aurait dû, indiquer la date du vendredi, donc de mon dernier jour réellement travaillé. Et la CPAM a changé un petit peu son fusil d'épaule et a demandé que ce soit bien le jour civil précédent, la date de début d'arrêt. Donc vous n'avez pas à modifier la date de dernier jour travaillé. Je sais que dans certains cas, ça peut poser problème, notamment, avec les arrêts liés à la crise sanitaire et aux cas contacts qui ont un arrêt de travail, qui commencent à travailler, et qui sont déclarés positifs quelques jours après. Et ça reste vraiment des cas très, très particuliers. Donc en bref, on ajoute, pardon, la date de début d'arrêt et ensuite on met la date de début de fin. J'ai une question, est-ce que c'est grave si on modifie la date de dernier jour travaillé? Alors, grave, tout est relatif. Vous n'allez pas aller en prison parce que vous avez modifié la date, mais ça pourrait avoir de l'impact, notamment sur les jours de carence. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux laisser le dernier jour civil travaillé. Ensuite ici, on a la notion avec hospitalisation. Avec hospitalisation, en réalité, ça ne remonte pas en DSN. Donc vous le cochiez ou non, ça n'a pas d'impact en DSN. À quoi, va servir cette case si elle n'est pas utile en DSN? Eh ben, tout simplement, si vous avez, mis le paramétrage des maintiens en automatique. Vous vous souvenez, depuis la version, je crois que c'est la 3 de cette Je paye, on a la possibilité de paramétrer les maintiens en fonction des catégories, des conventions et cetera, et dans certaines conventions collectives, l'indemnisation, du salarié en cas d'hospitalisation est différente de l'indemnisation en cas de non-hospitalisation. Donc voilà à quoi ça sert. Reprise anticipée, on le verra un petit peu plus tard. Reprise à temps partiel, bah, c'est ça, je vous dis, ça existe, mais pour l'instant, on s'en occupe pas. Et ici, on a une date de reprise qui a été indiquée. Alors, la date de reprise, elle se met en automatique, c'est le jour civil suivant ma date de fin d'arrêt. En réalité, moi, je la supprime quasiment à chaque fois. Je ne viens l'indiquer que lorsque je suis sûre que mon salarié a repris. C'est-à-dire que là, on est sur le 10 mai. Normalement, j'ai connaissance à savoir si mon salarié a repris le 18 avril ou pas. Par contre, si j'avais l'arrêt aujourd'hui et que je sais que derrière, il y a d'autres arrêts, j'aurais tendance à supprimer la date de reprise pour ne pas communiquer l'information à la CPAM que mon salarié a repris une date alors que c'est erroné. Et j'ai choisi volontairement un accident de travail. Pourquoi? Parce qu'en cas d'accident de travail, il y a un champ supplémentaire qui est obligatoire, qui vous créerait une anomalie si vous ne le renseignez pas. C'est la date de survenance de l'accident du travail. Donc, le signalement, je vous ai bien dit, ça permet d'établir les attestations de salaire. La DSN de signalement arrêt de travail ne remplace pas non, pas la DSN, pardon, la déclaration de signalement des circonstances de l'accident de travail. Donc, vous devez toujours déclarer les circonstances de l'accident en plus de votre DSN de signalement. C'est vraiment 2 choses distinctes. Je vais peut-être lui mettre une date, sinon je vais avoir une anomalie. Ici, un petit menu déroulant qui est grisé, type d'arrêt. Donc, c'est un arrêt initial. Comment le logiciel fait pour savoir que c'est un arrêt initial? Ben, tout simplement parce que vous avez utilisé le petit plus créé, donc il n'y avait pas trop de possibilités. Et ici, date de début de l'arrêt initial qui se reprend en automatique en fonction de votre date ici. Dernier point, à voir sur cette saisie d'arrêt de travail, c'est la subrogation. Donc subrogation, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vous, employeur, qui percevez les indemnités sécurité sociale. Si vous pratiquez la subrogation, il va falloir que la case ici soit cochée, donc pour indiquer à l'organisme que c'est vous qui allez percevoir les indemnités, et il va falloir que vous saisissiez ici la plage de couverture totale de la subrogation. Donc là, mon salarié a un arrêt d'une semaine. En aucun cas, je vais lui mettre une période de subrogation d'une semaine. Imaginons que ma convention prévoit, une période de 3 mois. Et ben, dans ce cas-là, ici, je vais indiquer la période maximale et c'était déjà le cas quand vous saisissiez vos attestations sur Net Entreprise, donc ça n'a pas changé. Hop, donc moi, on va dire que c'est, 3 mois.
je vais saisir la période complète. Et une fois qu'on a fait ça, vous pouvez cliquer sur OK et là, vous retrouvez votre arrêt. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez recliquer dessus et le remodifier. Si tout est OK, on est tranquille avec ça. Alors, dans certains cas, le fait de saisir les arrêts de travail ici, ça peut vous déclencher dans la paye. Si on prend ici ma salariée je crute, ça peut vous déclencher l'absence avec le calcul des heures d'absence ou des jours d'absence si votre salarié est en forfait jour. Si ça n'est pas le cas, si ça n'apparaît pas là, la raison, elle est simple, c'est que je vous ai dit que quand on choisissait le motif, par exemple, arrêt de travail, cela provenait d'une nature d'événement. Donc en fait, si on va voir les natures d'événements, on va aller reprendre ma nature accident de travail. Ici, vous avez un petit onglet arrêt de travail et c'est ici qu'on est venu dire: «Bah, ça, c'est un arrêt de travail, accident de travail». Est-ce que c'est de la maladie, de la maternité, et cetera? Et ensuite ici, est-ce que ça me génère une absence? Ça veut dire que si vous souhaitez dissocier la gestion des absences en paye et la gestion des DSN de signalement, donc vraiment faire 2 manipulations différentes, dans ce cas-là, il faut qu'ici soit décoché génération d'une absence. Par contre, à l'inverse, si vous voulez saisir une fois un arrêt de travail et que ça impacte directement votre paye, dans ce cas-là, ici doit être saisi génération d'une absence. Et après, bien sûr, il y a le paramétrage qui va bien au niveau des cumuls. Donc là, moi, je suis sur un paramétrage standard Senge avec le calcul en automatique du nombre de jours à indemniser. Hop, donc je repars en arrière, on saisit nos arrêts de travail. Donc si vous en avez reçu plusieurs, vous pouvez bien sûr les saisir les uns à la suite des autres. Vous cliquez sur le petit plus, vous saisissez le suivant, et cetera, et cetera. Et maintenant, il va falloir signaler à l'organisme que vous avez reçu un arrêt de travail. Donc pour pouvoir signaler à l'organisme qu'on a reçu un arrêt de travail, on a ici, tout en haut, un bouton qui s'appelle DSN arrêt de travail. Quand vous cliquez dessus, 4 propositions. Le premier, c'est nouveau arrêt de travail et reprise. Si vous cliquez sur OK, ça va générer tous les arrêts pour lesquels aucun signalement n'a été fait. Donc si c'est la première fois que vous utilisez ou si vous avez l'habitude d'utiliser les arrêts de travail, vous pouvez utiliser nouveau arrêt de travail et reprise. Comme ça, si vous en avez saisi 5, ça vous envoie les 5. Ensuite, on a arrêt sélectionné. Donc arrêt sélectionné, c'est quoi? Eh ben, c'est tous les arrêts qui sont en bleu en arrière-plan qui vont être générés. Ensuite, on a salarié arrêté et reprise à déclarer sur un mois précis. Alors, à mon sens, on ne gère pas nos signalements au mois le mois. Soit on les fait au fil de l'eau ou alors on envoie tout en une seule fois. Donc, je vois pas trop l'intérêt sur ce type de signalement d'utiliser ça. Et enfin, on a accès direct à la liste des arrêts de travail. Ben là, c'est juste pour ouvrir déclaration sociale et consulter nos déclarations. Donc là, nous, ce qu'on va faire, on va sélectionner l'arrêt sélectionné. Je clique sur OK et là, ce qui est en train de se passer, c'est que mes informations sont en train d'être transmises à déclaration sociale. Donc déclaration sociale, l'outil qui génère vos DSN et on va aller consulter ce qu'on retrouve là-dedans. Alors, vous rebasculez mon écran. Donc la petite synchronisation qui va bien. Là, je n'ai envoyé qu'un seul arrêt de travail, donc forcément, je n'ai qu'une seule ligne. Et d'habitude, quand on fait nos DSN mensuels, vous arrivez ici en automatique dans l'onglet mensuel. Et bien ici, c'est pareil. Les arrêts de travail, on verra que les autres types de DSN seront elles aussi rangés dans des onglets différents. Donc là, un signalement égale un seul salarié. Si on avait généré plusieurs, on aurait forcément plusieurs lignes. On va entrer là-dedans pour regarder un petit peu ce qui se passe et quand on clique déjà, on a un message: «Attention, vous devez avoir l'historique nécessaire pour effectuer les signalements».
Donc niveau quantité d'historique, je ne m'inquiète pas trop. Je vous disais tout à l'heure que la DSN est obligatoire depuis 2017, donc normalement, tout le monde a au moins 3 mois, d'historique pour ces signalements. Par contre, on verra après que l'idéal, c'est d'avoir des historiques qui soient corrects pour que ça puisse fonctionner. On clique sur OK et on arrive dans notre DSN de signalement. Donc envoi, déclaration, établissement, on a les mêmes choses que dans la DSN mensuelle, c'est juste qu'au niveau de déclaration, le type, donc la nature de la déclaration, c'est pas ici écrit 01 DSN mensuel, c'est écrit signalement arrêt de travail. Donc c'est comme ça que la CPAM a l'information que dans la DSN, il y a un arrêt à déclarer. C'est ici aussi qu'on retrouve les informations sur le contact. Dans votre société, vous avez peut-être une personne qui gère les DSN de signalement et une autre qui gère la partie, on va dire, DSN mensuel ou paye. Donc, on a la possibilité de personnaliser et d'avoir des contacts différents. On va voir tout de suite où sont ces contacts, comme ça je vous l'aurai montré. Donc, pour paramétrer des contacts différents, ici dans le bouton paramétrage de déclaration sociale, vous avez ici contact du destinataire des comptes rendus métiers. Donc par défaut, en général, c'est celui qui est renseigné dans l'en-tête du dossier, donc dans les paramètres de paye, fichier, paramètres en tête du dossier. Mais on pourrait ici ajouter des personnes différentes, donc toujours le petit plus, nom, prénom, et venir indiquer qui correspond à quoi? Donc par exemple, on pourrait mettre Aurélie Sinav, c'est la personne pour les IJ. On pourrait mettre Vincent Dubois pour les DSN de fin de contrat, etc., etc. Hop. Donc notre DSN de signalement, ici, premier onglet, l'onglet salarié. L'onglet salarié, il y a très peu d'informations. On retrouve le numéro de sécurité sociale, le nom, le prénom, la date de naissance, le matricule. Et si mon salarié n'a pas de numéro de sécurité sociale complet ou incorrect, le numéro technique temporaire. Donc ça veut dire que sur ces informations, normalement, je ne dois pas avoir d'anomalie. Si j'avais une anomalie ici, ça veut dire qu'il y a une anomalie dans votre fiche de personnel, mais ça veut surtout dire que vous avez des anomalies dans vos DSN mensuels qui se reportent d'un mois sur l'autre que vous ne corrigez jamais. Donc si c'est le cas, c'est pas bien. Ensuite ici, un onglet contrat. Dans l'onglet contrat, pareil, peu d'informations. La date de début de contrat, le fameux numéro de contrat et le SIRET de l'établissement. Et enfin, on a un onglet arrêt avec le motif de l'arrêt. Est-ce que c'est de la maladie, de la maternité, de l'accident de travail? La date du dernier jour travaillé, la date de fin prévisionnelle. Est-ce qu'il y a subrogation? Et si oui, date de début, date de fin et le RIB percevant les indemnités sécurité sociale. Et si c'est un arrêt de travail, ici, la date de l'accident de travail. D'accord? Volontairement, j'ai passé ici les informations sur la reprise, parce que vous allez voir qu'on va voir ça tout de suite après. Donc concrètement, comment ça se passe quand vous faites une DSN de signalement? Jetez quand même un petit coup d'œil à arrêt, voir si ça colle bien avec votre arrêt de travail. Vous pouvez lancer le contrôleur, le e-control, mais normalement, il y a très peu de chances d'avoir des anomalies sur ce type de signalement, parce qu'il y a peu de données qui remontent. J'ai lancé le e-control quand même pour vous montrer qu'il n'y a pas d'anomalie. Même des avertissements, c'est vraiment très très rare d'en avoir. Super. Et là, vous pouvez cliquer sur envoyer. Et comme pour une DSN mensuelle, envoyer le signalement. Donc là, ça veut dire que dans cette déclaration, il y a 0 montant. À aucun moment, j'ai un montant de salaire établi ou quoi que ce soit. Donc comment fait la CPAM pour remonter les indemnités sécurité sociale? Et en fait, elle va se servir dans vos DSN mensuels. Tous les mois, quand vous envoyez une DSN mensuelle, hop, alors, je suis désolée, je ne sais pas sur quel établissement est la salariée madame Jecrut. On va aller vérifier dans sa paye. Je pense qu'elle fait partie de l'établissement 1. C'est bien le cas. Donc, tous les mois dans vos DSN mensuels, il y a une information. C'est le salaire établi. Donc, le salaire établi, on le retrouve ici dans Paye.
et vous le retrouvez ici en S21G0051 et ici vous retrouvez un montant. Donc là, si j'envoie ma DSN de signalement, ce qui va se passer, c'est que ça va passer les premiers contrôles net entreprise. Il n'y aura pas de souci au niveau de la forme, elle est bonne. Par contre, je vais avoir un rejet qui va m'indiquer que je n'ai pas l'historique nécessaire pour pouvoir, constituer mon attestation. Ça va me demander, d'aller, le saisir avec l'ancienne méthode, donc de faire mon attestation à la main. Dans le cas présent, pourquoi j'aurais ce message d'erreur? Bah, parce qu'en fait, si vous regardez dans ma DSN mensuelle, il n'y a pas de salaire établi de déclarer pour ma salariée. Donc, on est bien d'accord que c'est pas normal de ne pas avoir de salaire établi. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de salaire établi ici? Bah, il y a fort à parier que soit ma salariée n'a pas la rubrique qui déclare le salaire établi dans son bulletin de paye, ou soit j'ai un problème de paramétrage. Parce que normalement, le salaire établi, c'est salaire qu'aurait perçu mon salarié s'il n'avait pas été absent. En gros, dans le salaire établi, on retrouve quasiment tout. On va retrouver les salaires, les heures supplémentaires, les primes d'ancienneté, les primes exceptionnelles, les primes sur objectif, vraiment tout. Les seules choses qui sont déduites du salaire établi, ça doit être vos absences non autorisées. Donc un salarié qui vient pas travailler, on ne sait pas trop pourquoi, c'est pas du sans solde, c'est vraiment il n'avait pas envie de venir, mais l'employeur n'était pas d'accord. Et la deuxième chose qui se déduit du salaire établi, c'est les absences entrées et sorties. Alors pourquoi l'entrée et sortie est déduite? Imaginons, je travaille du 1 au 15 chez Extrémité et on va dire que mon salaire, de base est de 2 000 €. Donc si Extrémité déclare du 1 au 15 2 000 € et j'arrive chez vous du 16 au 30. Si vous aussi vous déclarez 2 000 €, la CPAM va penser que j'ai 4 000 € en salaire établi. Alors que c'est pas le cas, j'avais bien 2 000 € chez Extrémité et 2 000 € chez vous. Donc c'est pour ça que l'absence entrée-sortie doit être déduite. Donc là, dans mon cas, ma DSN de signalement ne va pas passer, mais vous allez pas vous en rendre compte tout de suite. Vous allez pas normalement, vous allez pas vous dire: «Tiens, je vais reprendre mes 3 dernières DSN mensuelles, je vais aller regarder ce que ça donne», parce que vous êtes censé contrôler ce montant tous les mois. Alors, je sais qu'on ne prend pas forcément le temps de le faire. Par contre, ça peut être bien quand même, une fois de temps en temps, de ressortir via la synthèse des montants. Ici, quand vous êtes dans la synthèse des montants, ça va être dans rémunération et heures, vous allez retrouver les salaires établis et si je les avais contrôlés tous les mois, eh ben, j'aurais gagné du temps, j'aurais pu faire mon signalement, l'envoyer et la CPAM m'aurait rematérialisé pas me rematérialisé, mais m'aurait validé mon attestation, je n'aurais rien eu à faire. Donc pour que vos DSN de signalement arrêt de travail soient corrects, il faut qu'en amont, ici, vos salaires établis soient corrects. Donc les salaires établis, ils sont alimentés par la rubrique 19 840. Là, dans mon cas, on voit que ma salariée n'a rien, mais en standard Senge, c'est ici, hop, la rubrique 19 840. Au niveau du paramétrage, il y en a encore 2 qui cohabitent. Il y en a un, c'est celui-ci, c'est un des derniers, il date de 2016. C'est via la constante DSN SRETAM et là-dedans, on a toutes les rubriques qui viennent impacter, mon salaire établi. Donc si vous venez à faire un contrôle et que vous vous rendez compte qu'il manque quelque chose, si vous avez ce paramétrage, eh ben, il vous suffit de faire insérer et de venir insérer les rubriques manquantes. Il y a encore un ancien paramétrage qui existe. Je ne sais plus le nom de la constante, c'est SSalRetab, si je dis pas de bêtises. Hop et celui-là, il fonctionne un peu différemment. Voilà, c'est ça. Peut-être que vous aurez SSalRetab. Si vous avez celui-ci, comment il fonctionne? Eh ben, il fonctionne avec les associations de vos rubriques. Donc ça veut dire que ceux qui ont encore SSalRetab, dans chacune des rubriques, dans état administratif, maladie, solde de tout compte, ça vient récupérer les plus, les moins et les non qui sont indiqués ici. D'accord? Qu'est-ce qui se passe aussi si vous vous rendez compte que votre salaire établi n'est pas correct? Alors, l'impact que ça va avoir, c'est pas la fin du monde, mais ça veut dire que si vous faites des signalements pour des salariés dont le salaire établi est erroné,
eh ben, vos salariés risquent d'être mal indemnisés. Donc, ce que je vous conseille, c'est de rejeter un coup d'œil à vos salaires établis. Si tout est OK, ben, nickel, on fait nos DSN de signalement, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous venez à vous rendre compte que c'est la catastrophe dans vos salaires établis, imaginons qu'il manque la rubrique de salaire, donc il y a rien du tout, qui est correct, et ben, dans ce cas-là, corrigez votre paramétrage et vous attendrez 3 DSN mensuels pour reprendre les DSN de signalement arrêt maladie. Alors, je vois que j'avais une question à laquelle je n'ai pas répondu. Pour la génération d'absence automatique, il faut que l'arrêt soit du même mois que la paye en cours. Alors non, pas du tout. Ici, hop, je vais vous montrer. Je vais recréer un arrêt de travail pour, allez, madame Boulanger. On va lui mettre de la maladie et je vais lui mettre un arrêt du 1er mai au 15 mai. Hop. Donc là, le fait de lui mettre un arrêt sur le mois de mai, ça me met une date de validité sur mai. Et si on allait voir le bulletin de cette dame, madame Boulanger, ici, j'ai bien une date de validité sur mai, ce qui ne me déclenchera pas d'absence. Ça veut dire que votre rubrique se déclenchera sur le mois de mai, vu qu'on a une date de validité sur mai. Par contre, si j'avais mis un arrêt de travail au mois de mars, alors que ma paye est sur avril, là oui, ça se serait bien déclenché sur le mois d'avril parce que ma date de validité serait sur le mois d'avril. Voilà pour ça. Donc là, pour madame Jecrut, elle a un arrêt de 6 jours. J'ai fait le signalement de l'arrêt. Donc là, dans mon cas, on se rendrait compte que la CPM ne pourrait pas rematérialiser, mais imaginons qu'on ne l'ait pas encore vu. Et cette dame, madame Jecrut, avait un arrêt du 11 au 17. Je fais le signalement, c'est accepté par la CPAM et au final, cette dame revient plus tôt que prévu. C'est-à-dire qu'au lieu de revenir le 18, elle revient, je ne sais pas, on va dire le 14. Si vous avez déjà envoyé votre signalement, ça veut dire que la CPAM va vous indemniser sur un arrêt de 7 jours au lieu de vous indemniser sur un arrêt de 4 jours. Donc, il faut signaler à l'organisme qu'il y a eu une reprise anticipée. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, d'un salarié qui reprend à une date antérieure à sa date de fin d'arrêt de travail, eh ben, il faut vous retourner dans Gestion arrêt de travail. Vous vous positionnez sur son arrêt. Et c'est ici qu'on va utiliser reprise anticipée. Donc, la petite case que j'ai volontairement passée tout à l'heure. Vous cochez reprise anticipée et vous indiquez la date de reprise. Donc on va dire hop, qu'elle a repris le 14 avril. Quand vous cliquez sur OK, vous avez un message vous indiquant que votre arrêt doit être transmis à nouveau. OK, on est obéissant, on va envoyer à nouveau notre arrêt de travail. Donc de nouveau, je prends arrêt sélectionné. J'aurais peut-être pu fermer celui-là avant. Donc ça mouline. Et ici, on voit qu'on a un deuxième arrêt qui vient se déclencher. Alors, l'arrêt initial, c'est bien une typologie différente de l'arrêt de reprise. Vous voyez, ici, mes arrêts sont rangés sous 2 lignes différentes, arrêt de travail et arrêt de reprise. La différence entre l'arrêt initial et l'arrêt de reprise, vous allez voir que c'est pas grand-chose, c'est qu'ici, on a les informations sur la date de reprise et sur le motif, pardon, de reprise de mon salarié. Donc pour l'instant, il y a 3 types: reprise normale, reprise temps partiel thérapeutique, reprise temps partiel raison personnelle. En réalité, c'est pas forcément encore utilisé, mais mettez le bon quand même, ce sera fait, ça vous fera prendre les bonnes habitudes. Donc cet arrêt de travail doit aussi être contrôlé et envoyé pour la gestion des indemnités sécurité sociale. Hop, et dernier cas de gestion de l'arrêt de travail qui est possible de faire, c'est la prolongation. Donc au final, la salariée n'est pas revenue le 17, on reçoit une prolongation. Et bien dans ce cas, vous allez cliquer sur prolongation en vous mettant sur l'arrêt initial et en automatique, ça va vous reprendre le jour civil suivant la date de fin d'arrêt précédent. Il vous reste ici à indiquer
la date de fin de l'arrêt de travail que vous avez reçu. Et encore une fois, si au niveau de la reprise, vous n'êtes pas sûr que votre salarié va reprendre, supprimez la date et tout le reste s'alimente en automatique. Alors, il y avait quelques versions de paille, il y avait quelque chose de pénible, c'est que les dates de subrogation ne se reprenaient pas en automatique, donc ça vous générait des anomalies en DSN. Et ben, depuis, le logiciel a évolué et vous reprend en automatique, ici, les périodes. Vous cliquez sur OK et là, et ben, si vous faites DSN arrêt de travail, arrêt sélectionné et qu'on clique sur OK, on va voir que ça ne nous génère pas de signalement. Donc, ça veut dire que je déclare un arrêt initial, je déclare une reprise anticipée, mais je n'ai pas de DSN de signalement de prolongation. Alors, pourquoi on n'a pas de DSN de signalement de prolongation? Bah, c'est tout comme auparavant, quand vous receviez une prolongation, on n'allait jamais faire une attestation de prolongation. L'organisme a directement l'information par le médecin qui a prescrit l'arrêt de travail. D'accord? Est-ce que ça va pour ça? Je pense que oui. Au niveau des rejets, de ces différentes DSN de signalement, alors la plupart du temps, c'est soit, bah, le salaire établi qui est vraiment, pas top du tout et du coup, vous avez un message vous indiquant d'utiliser la deuxième méthode, l'ancienne méthode, pardon. Dans ce cas-là, il faut bien corriger votre salaire établi, refaire l'attestation sur le site et ensuite dans 3 mois, reprendre les DSN de signalement. Mais il y a aussi un autre cas qui arrive quand même assez régulièrement, c'est que, la CPAM vous indique qu'ils n'ont pas les historiques nécessaires pour, pouvoir faire l'attestation. Alors, il y a 2 cas qui font que, on n'a pas les historiques nécessaires. Le premier cas, ça va être un salarié, pardon, que vous embauchez, qui tombe en arrêt maladie dans les 3 mois qui suivent, sa date d'arrivée chez vous et qui était chez Pôle emploi avant d'être chez vous. Alors pourquoi spécifiquement Pôle emploi? Parce que Pôle emploi ne déclare pas de salaire établi. Donc vous embauchez un salarié qui travaillait dans une société qui faisait de la DSN, ça fonctionne. Vous faites un signalement pour un salarié qui était chez Pôle emploi, ça ne fonctionne pas. Donc là, aujourd'hui, il y a pas de solution à part le faire, à l'ancienne. On n'a pas de solution et l'autre, rejet, le plus courant aussi, c'est cette fameuse histoire de numéro de contrat. Hop, donc dans la fiche de salarié, dans contrat, je vais peut-être prendre un salarié plus récent pour que ça vous parle. Forcément, ici. Voilà, dans contrat, référence numéro de contrat de travail, 2 possibilités. Soit vous avez une référence de ce type-là, ou soit vous n'avez rien du tout. D'accord? Alors, pour les salariés qui n'ont pas de référence de numéro de contrat de travail, ça veut dire que c'est des salariés qui sont là depuis quelque temps, dans votre paye et auparavant, c'était une information qui n'est pas du tout obligatoire. Sauf qu'avec la mise en place de la DSN, les organismes se sont rendus compte ils n'arrivaient pas à gérer les salariés qui avaient plusieurs contrats, sur un même mois ou plusieurs, employeurs. Ils n'arrivaient pas à gérer, les périodicités et ont demandé à ce qu'on ait une référence de contrat de travail d'indiquer. Donc la référence contrat de travail, c'est ce que je vous disais en début de formation, elle va suivre mon salarié tout au long de son contrat et ne doit être modifiée que sous condition qu'il y a une rupture, donc une notification à Pôle emploi qu'il y a une fin de contrat de travail, sinon on doit la conserver. Ce qui se passe parfois, c'est que par inadvertance, on vient modifier la référence contrat de travail et c'est notamment le cas quand on a, des CDD qui passent en CDI. Alors, je vous rappelle que si vous avez un salarié en CDD qui termine aujourd'hui et que vous embauchez demain en CDI, si, vous ne lui faites pas de solde de tout compte, c'est-à-dire que si vous ne lui versez pas sa précarité, ses indemnités congés payés et que vous ne faites pas d'attestation Pôle emploi, dans ce cas, vous ne devez pas faire nouveau contrat de travail. Vous devez aller dans le détail du contrat et venir modifier, donc si c'était un CDD, supprimer son motif de contrat et modifier sa nature, passer de CDD à CDI et en aucun cas faire nouveau contrat. Pourquoi? Si vous faites nouveau contrat, ça vous génère un nouveau numéro de contrat
Et là, quand vous allez faire des signalements pour ce salarié, et ben, vous allez avoir un message vous indiquant que vous avez des historiques insuffisants. Donc si ça vous arrive, et ben, c'est pas si grave que ça. Donc là où c'est un peu plus pénible, c'est qu'il faut faire à l'ancienne méthode le signalement, parce que vous pouvez corriger cette histoire d'historique de référence contrat, mais ce sera que dans votre DSN du mois prochain, via le bloc changement de contrat. Voilà, voilà. Alors, je vous remonte que sur le support, je vous ai mis tout ce qu'on vient de se dire avec les détails. Comme ça, vous avez tout pour refaire ça posément. Donc, comment gérer l'arrêt de travail. Je vous ai remis toutes les informations sur les cases à cocher et à ne pas cocher. Comment gérer la reprise anticipée. Comment gérer la prolongation. Comment générer un arrêt de travail. Donc, je vous ai remis les différents types possibles, à quoi ils correspondent. Et ensuite, une fois qu'on est dedans, bah, qu'est-ce qu'on fait? Je contrôle, il contrôle et envoyer. Et derrière, je consulte les CRM mis à ma dispo sur NetEntreprise ou maintenant sur le 7 GDI, c'est beaucoup plus rapide. Et je vous ai remis la cause la plus fréquente des rejets, c'est les problèmes d'historique. Voilà pour ça. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à la DSN FCTU. Donc la DSN FCTU, fin de contrat de travail unique, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle va permettre de récupérer les attestations Pôle emploi. C'est la seule DSN de signalement qui est obligatoire. Donc vous êtes censé passer par là pour faire les sorties de vos salariés. On avait gardé l'habitude de faire l'ancienne méthode, mais il va falloir changer ses habitudes. Alors, pour faire cette DSN de signalement, il y a plusieurs possibilités. Il y en a 2 notamment. On va prendre ici madame Banin. Alors, pour sortir un salarié, 2 possibilités. Soit on utilise l'assistant de sortie, donc assistant de sortie qui nous permet d'avoir toutes les étapes de sortie d'un salarié, donc le bulletin de paye, la DSN de signalement, le certificat de travail, le solde de tout compte et fiche de pénibilité pour ceux qui seraient concernés. Et ça fonctionne par étapes. Donc, on clique sur l'assistant de sortie, étape suivante, il nous demande la date de sortie. Ça va dire que ma salariée sort le 15 avril 2022. Donc, si je fais suivant, il me dit ça va modifier les autres dates de sortie du salarié. Bah oui, tant qu'à faire. Pourquoi mon salarié est sorti? On retrouve la liste des codes à destination de Pôle emploi. Donc, on va dire que mon salarié a démissionné. Quel est son dernier jour travaillé payé? Donc ça, c'est comme pour les attestations Pôle emploi, hein. Si mon salarié était en arrêt, je sais pas, on va dire qu'il était en arrêt maladie depuis 2 ans, et ben, mon dernier jour travaillé et payé, ce serait le 15 avril 2020. Ça veut dire que mon historique Pôle emploi remonterait en amont de 2020 et pas en amont de 2022. Là, nous, on a un cas simple. Elle est partie le 15 avril 2022. Est-ce que enfin pas est-ce que, pardon, ici, je dois, notifier les dates de rupture? Donc les dates de rupture, c'est à renseigner dans 3 cas. Notification de rupture, c'est à renseigner en cas de démission, licenciement ou rupture conventionnelle. En gros, c'est à quelle date le salarié a dit: «Je veux m'en aller» ou à quelle date on lui a dit: «Il faut que tu t'en ailles». Donc on va dire qu'elle nous a prévenus le 1er avril. Si c'était du licenciement ou de la rupture conventionnelle, à quelle date on a engagé la procédure? Et si c'était une rupture conventionnelle, à quelle date a eu lieu la signature de la rupture conventionnelle? Qu'est-ce qui se passe si vous oubliez de renseigner un de ces champs? Anomalie bloquante dans le contrôleur. La DSN de fin de contrat de travail unique, c'est la DSN de signalement pour lequel on peut avoir le plus d'anomalies bloquantes, parce que si vous oubliez une des informations, ou si vous mettez quelque chose de pas cohérent, et ben, ça va venir vous bloquer. Ensuite ici, on a les informations sur le préavis. Donc, plusieurs possibilités. Les préavis, est-ce qu'il a été effectué et payé, non effectué et payé, non effectué et non payé, etc. Donc, à partir du moment où on indique qu'il y a eu un préavis, on doit indiquer une date de début et une date de fin. S'il n'y a pas eu de clause de préavis, il ne faut pas laisser sur non concerné, mais venir indiquer qu'il n'y a pas de clause de préavis applicable. Et là, dans ce cas, on n'a pas la nécessité
de venir indiquer les dates de début et de fin de préavis. D'accord? Donc on ne laisse pas sur non concerné, sinon anomalie bloquante en DSN. On va faire étape suivante. Ici, ça me dit, bah, si je fais l'étape suivante, ça va mettre à jour ma fiche de salarié. Est-ce que je suis sûre de moi? Oui, je suis sur la bonne salariée. Continuer. Ça me propose d'historiser les informations. C'est une vraie sortie, c'est des vraies modifications, donc oui, je veux historiser. Et ensuite, ça me parle du dernier bulletin de paye. Donc la période du prochain bulletin de paye ira du 1 au 15 avec une date de paiement au 15. Donc ça me va bien. Sinon, je pourrais modifier la date de paiement si je le souhaitais. Est-ce que je veux saisir de l'indemnité de licenciement, du départ en retraite ou de la non-concurrence? Non, c'est une démission basique. Donc étape suivante. Est-ce que j'ai de la compensatrice de préavis? Non, il n'y a pas de préavis. Étape suivante et ça me dit: «Bah, attention, là, on va mettre à jour ton bulletin». Ça me propose de consulter mon bulletin, parce qu'on est bien d'accord qu'on regarde toujours ce que ça donne. OK, j'ai son absence entrée-sortie, sa prime d'ancienneté, c'est bien proratisé, super. Je recontrôle mon indemnité compensatrice de congés payés. Je n'avais plus rien à solder à mon salarié. Et ben parfait, ma paye me va bien. Je peux l'éditer, donc en aperçu ou en papier. On va le faire en aperçu juste pour vous montrer. On refait un petit contrôle, donc OK, au niveau de mes données de brut, c'est correct. Je vérifie au niveau des informations ici. Ah, dans mon cas, bah, j'aurais peut-être dû bouger mes heures travaillées parce qu'en partant le 15, travailler 151,67 h, ça fait beaucoup. Donc j'irai apporter les modifications qui vont bien. Mon salarié sort, donc tous les compteurs ici sont à 0. Parfait. On passe à l'étape suivante et à l'étape suivante, c'est ici que ça nous propose de générer la DSN de fin de contrat de travail unique. Donc si je clique sur DSN, ce qui va se passer, c'est que ma déclaration va se générer. Et donc pareil pour certificat de travail, solde de tout compte et fiche de pénibilité. Donc certificat de travail et solde de tout compte, c'est des étapes papier. Vous pouvez les avoir en cliquant sur chacun des items. Allez, allez. Hop, OK, super, ça s'est généré. Alors, avant de vous montrer ça, je vais vous faire étape suivante, terminer et je vais vous montrer l'autre méthode pour la sortie des salariés. En général, notre méthode, c'est parce qu'on a l'habitude de faire ça, qu'on continue de faire comme ça, c'est de passer directement ici par contrat, détail du contrat. Et là, en fait, on vient renseigner la date de fin, la date de dernier jour travaillé, le motif de départ, notification de rupture, est-ce qu'il y a une clause de préavis ou non? Donc en fait, c'est la même chose que, par l'assistant de sortie, sauf que, bah, là, on n'a pas tous les éléments, on va dire, au même endroit. Il faut bien les remplir, toutes les informations. Mais que vous passiez par l'assistant de sortie ou par ici, en réalité, c'est la même chose, c'est juste une question d'habitude. Par contre, si vous passez par ici, par la fiche de salarié, donc ça ne vous empêche pas de vérifier votre bulletin, et cetera, et cetera. Par contre, pour générer le signalement arrêt de travail, il va falloir que vous passiez par état administratif et prendre ici D7 de fin de contrat de travail unique. Donc, il faut bien faire attention de ne pas prendre celui du dessus, qui est l'ancien modèle, mais bien prendre la deuxième ligne, DSN de fin de contrat de travail unique. Donc c'est pour ça, en partie pour ça que l'assistant de sortie est pratique, parce qu'au moins il vous propose qu'un type de DSN et ça vous évite les erreurs de manipulation. Et si vous cliquez sur DSN de fin de contrat de travail unique, donc là il vous propose de générer tous les salariés sortis sans aucune DSN de fin de contrat de transmise, soit les salariés sélectionnés, donc en bleu en arrière-plan, ou alors, et là c'est pratique, de faire des sorties en masse. Par exemple, si vous avez tendance à avoir des saisonniers, plutôt que de faire salarié par salarié, vous sélectionnez tous ceux qui sont sortis sur le mois d'avril et ça vous génère toutes les DSN de signalement du mois d'avril.
Donc là, je vais pas recliquer sur OK, ça me ferait exactement la même chose, qu'ici. Tout à l'heure, on était dans arrêt de travail, cette fois-ci, on vient arriver ici dans FCT, signalement, donc une déclaration pour un salarié et c'est celle-ci qui est la plus complète. Donc toujours un petit message: «Attention, il nous faut l'historique nécessaire». Donc bah, tout comme pour le signalement arrêt de travail, il nous faut un historique correct avec les informations, cohérentes. On clique sur OK et là, on arrive dans notre DSN de signalement. Alors, au niveau de déclaration, cette fois-ci, hop, c'est plus écrit 01 ou 04, c'est le type 07, signalement de fin de contrat de travail unique. C'est comme ça que Pôle emploi vient récupérer les données. Pour les contacts chez le déclaré, c'est comme tout à l'heure, soit ça reprend par défaut ce qu'il y a dans le fichier paramètres en tête du dossier dans les contacts émetteurs, ou alors vous pouvez personnaliser pour avoir des personnes distinctes qui gèrent les différents types de signalements. Au niveau de l'onglet salarié, là, contrairement à ce qu'on pouvait avoir tout à l'heure au niveau du signalement arrêt de travail, on a plus d'informations. Tout à l'heure, on avait numéro sécurité sociale, nom, prénom, matricule et numéro technique temporaire. Et bien là, on va retrouver en plus de ça l'adresse du salarié. On va retrouver les informations liées à sa naissance, donc notamment sa date de naissance, ses lieux de naissance. Et on va retrouver ses anciennetés déclarées ici. Donc ça, les anciennetés déclarées ici, c'est utilisé notamment par tout ce qui est travaux publics, le BTP et compagnie. Normalement, ici, je ne dois pas avoir d'anomalies parce qu'encore une fois, ces anomalies viennent de ma fiche de salarié. Donc si j'ai des choses erronées ici, ça veut dire que ma fiche de personnel est mal renseignée et que potentiellement, on a les mêmes anomalies dans la DSN mensuelle. Ensuite, on a l'onglet contrat et là, bah, encore une fois, on a beaucoup plus d'informations que tout à l'heure. En fait, dans ma DSN de signalement de fin de contrat de travail unique, j'ai les mêmes informations que dans ma DSN mensuelle. À la seule différence que bah, je n'ai qu'un salarié, ça ne concerne qu'un salarié, et ça concerne 2 périodes de paye. Donc, qu'est-ce que j'entends par ça concerne 2 périodes de paye? Dans une DSN de signalement de fin de contrat de travail unique, vous avez le mois de paye en cours, enfin la paye en cours, on va plutôt dire comme ça, du salarié et sa paye précédente. Donc ça veut dire qu'on a énormément d'informations et à quoi ça sert d'avoir autant d'informations? Eh ben, c'est pour permettre de générer plus rapidement les attestations Pôle emploi. Il y avait une problématique avec les fins de contrat de travail, c'est que, on va dire que votre DSN mensuel est au 5 du mois. Vous m'embauchiez le 6 et je quittais votre société le 15 et ben, comme l'organisme n'avait pas encore reçu de DSN mensuel, portant mes informations, vous ne pouviez pas faire de signalement de fin de contrat de travail parce qu'il n'y avait pas assez d'informations disponibles. Donc là, le fait de tout remettre dans une déclaration de signalement avec les éléments de la paye, des cotisations et cetera, Pôle emploi est en capacité de générer plus rapidement les attestations. Mais qui dit 2 mois de paye, dit aussi beaucoup plus de contrôle. Alors ici sur l'onglet contrat, c'est exactement la même chose que votre fiche de salarié de la DSN mensuelle. Donc au champ près, c'est exactement la même chose. On retrouve les contrats de prévoyance, le régime retraite, toutes les informations sur les quotités de travail, les conventions collectives, et cetera. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, 2 périodes dans l'onglet paye et 2 périodes dans l'onglet cotisation. Alors, on va commencer par l'onglet paye. Je vais prendre son dernier mois. Ici, dans l'onglet paye, vous allez retrouver le salaire brut non plafonné, le salaire brut soumis à l'assurance chômage et le salaire de base. On va en parler juste après et pardon, je suis en train de me dire que j'ai un souci de paramétrage, mais c'est pas grave, on va le voir juste après, ce sera un bon exemple. Donc ici,
vous retrouvez bien la période précédente, donc ça concerne mon mois de mars. Sur mon mois de mars, ben, en gros, mon salarié avait un brut à 1 775 €, un salaire de base à 1 544 et je suis en train de chercher ici ma période d'avril. Et sur ma période d'avril, il y a, pardon, un brut à 5 689, un brut soumis à Pôle emploi à 5 689 et mon salaire à 1 544. On retrouve mon bloc d'activité et on retrouve ici, dans prime, gratification et indemnités, mes indemnités de départ qui sont toutes typées en fonction, de leur catégorie. Alors qu'est-ce que j'entends par là? J'ai versé à mon salarié une indemnité compensatrice de congés payés. Elle remonte bien ici avec le code 020 indemnité compensatrice de congés payés. Donc ici, on doit retrouver toutes les primes non mensuelles et indemnités de départ versées à votre salarié avec les codes qui vont bien. Donc si on regarde un petit peu, les codes mis à disposition, on va retrouver les ruptures conventionnelles, les départs à la retraite avec départ volontaire ou, mise à la retraite du salarié. On va bien voir la distinction entre les indemnités légales et les indemnités conventionnelles. Idem pour le licenciement, et cetera, et cetera. Donc chaque indemnité de départ que vous versez, je dois la retrouver ici, bien distinguée. D'accord? Comment on fait si, soit notre indemnité remonte correctement ici, mais n'a pas le bon code, ou alors elle ne remonte pas alors que j'ai de l'indemnité de départ? Si ça vient vous arriver, ça veut dire que vous avez un souci de paramétrage au niveau d'une variable qui s'appelle DSN prime et indemnité. Donc ici, vous voyez, on a un S21G0052 et je vous rappelle que dans la paye, ce qui fait le pont entre la paye et la DSN, c'est ce qu'on appelle des variables. Dans le menu liste variables, si on va regarder en S21G0052, on retrouve une variable qui s'appelle DSN prime et indemnité, dans laquelle on doit retrouver toutes nos indemnités de départ avec le bon code. Donc si jamais vous avez un énuméré qui n'est pas correct, un code, par exemple congé payé qui remonte sur de la retraite, et ben c'est ici que vous allez venir modifier pour indiquer le bon code. Et s'il vous manque une rubrique, par exemple, vous décidez de créer une indemnité de précarité, elle ne remonte pas dans votre DSN, et ben cette indemnité, je dois la retrouver ici et vous pouvez ajouter des rubriques via le bouton ajouter. Donc vous choisissez, votre rubrique, je vais mettre quoi? Ah bah, prime de précarité et vous venez ajouter l'énuméré qui permet de l'identifier. Donc là, sur de la précarité, je serai sur de l'indemnité légale de fin de CDD. Alors, pourquoi distinguer, toutes ces rubriques, leur mettre des codes? Ben, il faut garder à l'esprit que l'objet de la DSN de signalement, de fin de contrat de travail unique, c'est la rematérialisation d'une attestation Pôle emploi. Donc ça veut dire que dans une attestation Pôle emploi, vous vous souvenez que tout en bas quasiment, on retrouve, les primes et indemnités de départ et pour que ça puisse remonter, ben, il faut qu'il y ait un moment où vous, les indiquiez. Je vous montre rapidement les cotisations et après je vous montre comment vous allez contrôler ça, plus facilement. Hop. Dans les cotisations, ben, on retrouve, tout ce qu'on retrouve dans ma DSN de signalement. Vous avez le brut plafonné, déplafonné, les cotisations les assiettes, pardon, de CSG, assurance chômage, les forfaits sociaux et ensuite tout ce qui est lié à l'URSSAF et à la retraite et cetera et cetera. Je vous montre qu'on a aussi ici un onglet arrêt. Donc ça, c'est dans le cas où le salarié aurait un arrêt de travail sur une de ces 2 dernières périodes de paye. On retrouverait, comme dans la DSN mensuelle, le motif, les dates de dernier jour travaillé et les dates de fin prévisionnelles. On a l'onglet fin de contrat qui va reprendre, bah, toutes les informations liées au départ du salarié, donc sa date de fin, son motif, son dernier jour travaillé, les informations sur le fait qu'il y ait une transaction ou non en cours. Et les informations sur, les clauses de préavis. Et enfin, le dernier, c'est comme la DSN mensuelle, les suspensions de contrat de travail. Donc ici, on retrouverait, du congé sans solde, de l'activité partielle, du congé parental. Donc tout ce qui n'est pas une absence sécurité sociale et qui est non rémunéré, c'est ici que je le retrouverai.
Donc, vous allez arriver ici. Première chose que vous allez faire, comme toutes vos DSN, le e-control. Hop. Comme je vous dis au départ, si c'est la première fois que vous l'avez faite, c'est sur ce type de déclaration que vous allez avoir le plus d'anomalies de forme, parce qu'il suffit qu'on oublie de mettre pas de clause de préavis applicable, qu'on mette une démission pour un CDD au lieu d'une fin de CDD, et cetera. Ça va vous générer, des anomalies. Par contre, si vous renseignez bien vos fiches de salariés, aucune raison d'avoir des erreurs ou des avertissements. Donc, je vous remontre que la plupart du temps, les retours hotline qu'on a sur les anomalies, je dirais que 8 fois sur 10, c'est lié à, ici, le préavis. Donc soit on a oublié de pas mettre pas de clause de préavis, soit on a mis préavis effectué et payé, on n'a pas mis une date, ou soit on a mis préavis effectué et payé et on a mis des dates un peu farfelues. Ce que j'ai vu dernièrement, c'est que le salarié est terminé, donc on indique une date de fin de contrat au 15 avril, mais on me met un préavis du 16 avril au 30 juillet. Bah, forcément, au niveau de la cohérence, le contrôleur me dit: «Ben, je peux pas avoir un préavis qui est après ma date de fin de contrat de travail». Donc voilà les principales erreurs. Je vous dis préavis ou une erreur de saisie de date. Par exemple, vous mettez, que la date de fin, c'est 15 avril 22 et dernier jour travaillé et payé, vous trompez, vous mettez que c'est le 15 juillet 2022. Bah, forcément, ça va pas aussi bien marcher. Donc je vous ai dit e-control. Le e-control, il est bon et ben, dans ce cas-là, on passe au contrôle des montants et ce contrôle des montants, ben, en fait, ça va être le même que pour la DSN mensuelle via imprimer, synthèse des montants. Je vais tout laisser cocher volontairement, je laisse tout oui, je vais vous montrer pourquoi. Donc ça, pour le contrôler, il nous faut nos 2 derniers bulletins de paye, celui en cours et celui du mois d'avant. Ce que je veux vous montrer, c'est donc ici, on a les montants habituels, le brut plafonné et déplafonné. Donc si on les reprend rapidement, la base de votre rubrique 22 000 vieillesse plafonnée, la base de la rubrique 21 000 vieillesse déplafonnée, la somme de vos assiettes de CSG, C1DS, donc dans les rubriques 70 000, l'assiette de contribution assurance chômage, donc c'est l'assiette de la rubrique 40 000, forfait social, l'assiette de la 60 000, versement mobilité, si vous êtes concerné, la 59 000. On retrouve ici les informations concernant ce qu'on appelait avant la réduction Fillon, donc la réduction générale des cotisations patronales. Et vous voyez qu'en dessous, on retrouve un bloc Agir Carco. Donc, ce qui se passe, c'est que là, dans l'état tel qu'il est fait, on a des informations qui sont en doublon. Parce qu'au tout départ, l'éditeur n'a pas pensé à ranger les montants par organisme. C'est-à-dire qu'on avait base brute, Fillon, base fiscale, base de soumise à cotisation, et cetera et on ne savait pas trop à qui ça partait. Donc ils ont amélioré ça, ils ont ajouté, des notions de casse. Donc on voit le bloc Agir Carco, c'est ce qui part à la retraite, on va avoir le bloc URSSAF et cetera. Mais, pour pas perturber les utilisateurs qui ont l'habitude d'utiliser les anciennes méthodes, ils ont laissé les 2 disponibles. Donc niveau de la retraite, bah, normalement votre base plafonnée et déplafonnée retraite, ça doit être la même ici que votre base plafonnée et déplafonnée URSSAF. Donc ça peut être un bon contrôle visuel de regarder ici. Ici, vous retrouvez le montant de vos contributions, retraite, incluant votre réduction Fillon. Donc normalement, si vous faites ça plus ça vous donne le total de votre caisse de retraite. Donc je ne l'ai pas précisé, mais je pense que tout le monde avait compris que pour contrôler tout ça, il vous faut un état résumé des cotisations. Ne vous amusez pas à le faire bulletin par bulletin, à faire les cumuls, hein. Vous sortez un état des cotisations des 2 dernières périodes et comme ça, vous pouvez tout contrôler. Youp, les bases fiscales, donc ici, mes cotisations mutuelles et prévoyance. Ici, grâce à l'URSSAF et à sa demande de tout distinguer sur des codes différents, vous retrouvez toutes vos assiettes pour toutes les cotisations, donc la Fillon, Pôle emploi, l'accident de travail, l'AGS, le FNAL, et cetera, et cetera. Donc pour ceux qui n'ont pas le temps de vérifier complètement leur DSN mensuel, la synthèse des montants des DSN mensuels, ça peut valoir le coup, le jour où vous faites une sortie, d'au moins repointer sur un salarié que tout remonte correctement.
Si c'est pas le cas, bah, de corriger votre variable de paye pour que ça remonte, en automatique. Donc toujours de l'URSSAF avec attention les bases d'assurance vieillesse qui sont cumulées. Donc on a la base vieillesse plafonnée, la base vieillesse déplafonnée et une fois qu'on a déclaré toutes les bases à l'URSSAF et ben, on recommence mais cette fois-ci avec les montants. Donc tout à l'heure, j'avais l'assiette assurance chômage. Ici, je retrouve le montant de ma cotisation assurance chômage. J'ai déclaré ma base accident de travail, je retrouve mon montant de cotisation accident de travail, et cetera, et cetera. Donc là, on est dans les blocs cotisation individuelle. Je vous les fais pas tous. On descend, pas trop quand même, on descend ici. J'ai un onglet primes. Dans l'onglet primes, je dois retrouver toutes mes indemnités de départ et mes primes non mensuelles. Donc s'il y avait des indemnités de licenciement, des indemnités de départ à la retraite, des indemnités de CDD, de la prime exceptionnelle de verser, je devrais retrouver tout de distingué ici. Donc ça, le plus simple pour le contrôler, c'est le livre de paye et vous checkez au fur et à mesure que vous retrouvez bien tous vos montants. Vous retrouvez ici les notions, d'heures rémunérées. Donc pour rappel, c'est la vous avez au minimum 2 colonnes qui doivent apparaître ici, le temps de travail rémunéré et le nombre de jours calendaires rémunérés. Je vous rappelle que le nombre de jours calendaires rémunérés, c'est ce qui sert au calcul du plafond de la sécurité sociale. Donc il y a quelques temps de cela, je dirais 2 ans, il y a 2 ans à peu près, la méthode de calcul du plafond de sécurité sociale a évolué. Auparavant, un salarié qui entrait en cours de mois, on proratisait à ce qu'on appelait au 30e. Ça veut dire qu'Aurélie, elle arrivait, le 10 mai dans votre société, on proratisait en prenant 10/30. La méthode de calcul a évolué. Maintenant, on va proratiser en fonction du nombre de jours calendaires réels du mois pour le calcul du plafond sécurité sociale. Donc Aurélie arrive chez vous le 10 mai 2022, on proratisera sur 10/31. J'arrive le 10 février, eh bien on prendra 10/28. Et ces informations sont utilisées entre autres par la retraite pour recalculer les plafonds sécurité sociale. C'est-à-dire qu'ici, ils viennent regarder quel est le nombre de jours pris en compte pour le calcul et ils vont venir recalculer, ce qui a été, effectué. Donc là, mon salarié, on sait que sur mars, il a été là tout le temps, donc 31 jours en mars et il a été là 15 jours en avril. Donc 31 plus 15, ça me fait bien mes 46, qui sont donc mes 46 jours calendaires du mois. Au niveau de travail rémunéré, bah, là, moi j'ai vu tout à l'heure que c'était écrit 77, donc je sais qu'il y a 77 heures sur le mois d'avril et le reste sur le mois de mars. D'accord? Les temps de travail rémunérés ici, c'est ce qui va aller alimenter les heures dans l'attestation Pôle emploi. Je vous montrerai un document tout à l'heure pour, que vous puissiez faire le lien. Ensuite ici, juste en dessous, on retrouve rémunération, on retrouve brut non plafonné, brut soumis à contribution assurance chômage et salaire de base. Alors, dans ma paye, dans ma DSN, il y a un souci de paramétrage. Alors, pourquoi il y a un souci de paramétrage? Le brut soumis à contribution assurance chômage qu'on retrouve ici dans rémunération, sur l'attestation Pôle emploi, c'est censé être le brut sans les primes et indemnités de départ. Donc, comme j'ai déjà 4 000 € ici d'indemnité compensatrice de congés payés et que mon brut est à 7 645 €, je devrais plutôt avoir dans les 3 000 € ici de base soumise. Pourquoi, ça n'a pas bien fonctionné? Eh ben, si c'est le cas chez vous, ça veut dire que dans S21 G0051 013, quelque chose n'a pas fonctionné. Donc si on va voir la variable qui va bien, donc S21 G0051 013, on retrouve ici le code 002 qui déclare la contribution assurance chômage. Et en fait, si on regarde, on a au minimum 2 rubriques qui viennent alimenter mon assiette assurance chômage. On a l'assiette de l'AGS, donc l'assiette de la 42 000. Vous pouvez garder
cette rubrique parce que c'est commun aux apprentis et aux salariés du régime général et on voit qu'ici, on a moins la rubrique 79 970. Alors, la rubrique 79 970, c'est pas une nouvelle rubrique, c'est une rubrique qui était déjà utilisée à l'époque des AED et en fait, c'est la rubrique qui permet de déduire du brut assurance chômage le montant des primes et indemnités, qui ont été versées. Donc dans mon cas, j'ai bien l'assiette de la 42 000 et moins la 79 970. Ça veut dire que dans le bulletin de mon salarié, la rubrique 79 970 ne s'est pas déclenchée ou n'a pas été alimentée pour le montant de mon indemnité compensatrice de congés payés. Donc si je repars sur mon bulletin de paye, c'est une rubrique qui est masquée. Donc normalement, elle existe dans tous vos bulletins de paye, que votre salarié soit sorti ou pas. Elle est bien entendu presque tout en bas. Et ici, on peut voir que la problématique, c'est que ma rubrique n'est pas alimentée. Donc forcément, comme la rubrique est à 0, ben en DSN, ça me remonte 0. Pourquoi ma rubrique n'est pas alimentée? Vous avez une constante. Et dans la constante qui s'appelle AED MTPR, donc montant des primes et indemnités, on est censé retrouver les mêmes rubriques que l'on retrouve dans votre variable DSN primes et indemnités. Donc normalement, je suis censée retrouver mon indemnité compensatrice de congés payés. Donc je vais vous montrer mon code rubrique. Mon indemnité compensatrice de congés payés, c'est la rubrique 18 000. Ici, ici, vous pouvez venir insérer la rubrique 18 000 si elle est manquante. D'accord? Donc sur Pôle emploi, ce que je vais vous dire, c'est pas le montant le plus important, mais c'est important. Au niveau de Pôle emploi, le brut soumis à contribution assurance chômage qui est ici dans rémunération, c'est votre brut sans les primes et indemnités. Donc celui qui est en 51 013, c'est sans les indemnités de départ. Alors là où ça peut être un peu perturbant, c'est que si on reprend, hop, tout en haut, ici on a l'assiette des contributions assurance chômage en 78 004 et là c'est normal qu'il n'y ait pas les indemnités de départ de déduite. C'est pour ça que je vous ai édité la synthèse des montants avec la totalité des cases. Ici, si vous éditez tel que la première partie, c'est vraiment bien mes cotisations, mes assiettes de cotisation. Et par contre, ici, dans rémunération, c'est bien le brut moins indemnité de départ moins prime non mensuelle. D'accord? Et là, je vous parle de la DSN de fin de contrat de travail, mais on est bien d'accord que dans mes DSN mensuelles, c'est exactement le même paramétrage et exactement les mêmes informations. Donc si vous contrôlez un salarié, une fin de contrat de travail et que c'est pas bon pour un salarié, il y a fort à parier que ça n'a jamais été bon pour tous les autres auparavant. On retrouve, hop, de nouveau l'URSSAF. Tout à l'heure, vous vous souvenez, c'était marqué cotisation individuelle. Cette fois-ci, c'est écrit URSSAF et on retrouve exactement la même chose que ce qu'on a contrôlé auparavant. Donc c'était mon explication sur le fait qu'on a soit les montants rangés par caisse ou soit les montants, on va dire, rangés par type. Je vais vous refaire un point après sur ce qu'on peut sélectionner ou pas. Donc je vous les repasse pas, mais on a bien d'abord les bases de cotisation, puis les montants. Ici, on a de nouveau un bloc pour Pôle emploi et dans le bloc Pôle emploi, ici, c'est les assiettes de cotisation et les montants des cotisations. Donc on n'a que des 78, enfin 78 pour les assiettes et on a des 81 pour les déclaratifs URSSAF. Donc c'est pas dans les 78 ou dans les 80 que je ne dois pas avoir mes indemnités de départ, c'est dans ma S21 G0051. Et enfin ici, si j'ai laissé tout coché, je vais retrouver mes assiettes brutes plafonnées et déplafonnées pour la CIBTP, que je sois CIBTP ou non. Donc bien entendu, si j'étais salarié rattaché à une caisse de congés payés, j'aurais les informations qui apparaîtraient ici.
Alors, je voudrais vous montrer un document que je vous enverrai peut-être, tout à l'heure. C'est un document qui est disponible sur Net Entreprise, qui vous reprend l'attestation Pôle emploi. Hop, donc ici, le guide pratique. En fait, c'est un guide qui fait le lien entre les codes variables des SEN et l'attestation Pôle emploi pour voir comment, c'est alimenté. Alors hop, vous avez tout le blabla qui vous explique tout, mais là où c'est intéressant, c'est qu'on a, les différents cadres qui sont repris. Donc imaginons que vous envoyez une attestation Pôle emploi et l'attestation est erronée. Et ben, vous allez retrouver ici, alors je ne sais pas si ça se voit bien, pour chaque cadre, de où provient l'information. Imaginons que, votre, numéro de SIRET est erroné, et ben, le numéro de SIRET revient dans la DSN du champ S21 G00 06 001. Et en fait, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on a la même chose sur les montants. Donc je vous passe pas tous les champs, mais vous voyez bien que c'est indiqué. Youp, les congés et ici les motifs de contrat, les temps de travail rémunérés, de quel champ ils sont alimentés. Donc là, vous voyez bien sur l'attestation, rematérialisée, c'est bien précisé: «Salaire des 36 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé». Et ils vous ont bien mis un exemple, du dernier jour travaillé et payé. Si c'est 25 janvier 2020, on reprend bien de 2017 à 2019. D'accord? Et pour chaque champ, de où proviennent les informations. Donc imaginons vous rematérialisez une attestation de Pôle emploi, un montant est erroné, donc déjà vous verriez la périodicité et vous pouvez retrouver dans la DSN en question dans quel champ, l'information aurait été, erronée. Et ce que je veux vous montrer, primes et indemnités, c'est pas encore celui-ci. Hop, les sommes. Alors, si ici je peux vous montrer, mais ah bah si, pardon, c'est ici que je cherchais. Salaire mensuel brut soumis à contribution assurance chômage. C'est bien ici le 51 013 qui est repris et pas le 78 ou le 81. D'accord? Donc cette documentation, rien à voir avec Senge, c'est sur Net Entreprise que vous pouvez la retrouver. Je pourrais vous l'envoyer tout à l'heure et elle évolue au fur et à mesure qu'il y a des évolutions, au niveau de la DSN. Hop, je repars sur ma petite DSN. Donc clairement ici, les problématiques les plus courantes, c'est quoi? Bah, c'est ce sur quoi j'ai insisté, c'est au niveau de vos salariés, les primes et indemnités qui sont mal paramétrées. Donc, les indemnités de départ qui remontent sous des mauvais énumérés ou des primes non mensuelles qui ne remontent pas alors qu'elles le devraient. Et ensuite, c'est mon brut assurance enfin non, il y a 3 choses, pardon. Donc mes primes et indemnités de départ, mon salaire brut qui est déclaré en S21 G0051 qui n'est pas déduit de mes indemnités de départ et de mes primes non mensuelles. Et après, ça peut être les temps de travail rémunérés qui ne sont pas bien, alimentés. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si on se rend compte que, dans notre DSN, c'est catastrophique et qu'il n'y a rien de bon depuis, les 36 derniers mois? Bah, c'est là où ça devient un peu plus compliqué cette année. Jusqu'au mois de décembre, je vous aurais dit: «Bah, c'est pas grave, vous saisissez l'attestation de Pôle emploi à l'ancienne, sur le site de Pôle emploi». Sauf qu'officiellement, on n'a plus la possibilité de faire nos attestations de Pôle emploi sur le site. Donc pourquoi je vous dis officiellement? Parce que c'est bien tel que c'est communiqué, par les organismes, on ne peut plus le faire. Sauf qu'officieusement, a priori, on peut encore aller les saisir sur Net Entreprise. Alors c'est pas la solution. Si jamais, on vient se rendre compte que votre DSN, vous avez plein de blocs qui sont, erronés, eh ben, c'est simple, il va falloir faire des blocs de enfin simple, ça dépend de l'ampleur, des anomalies, mais il va falloir faire des blocs de régule dans vos DSN pour pouvoir régulariser la situation de vos salariés. Comment éviter qu'on ait, plein de rejets et qu'on se retrouve dans les situations où on va faire des régules? Eh ben, en fait, il faut vraiment que vos DSN mensuels, elles soient béton pour vous éviter, des soucis.
Donc, je vous ai dit pour la CPM, salaire établi, bah, il faut le contrôler tous les mois. Et ben là, je vous ajoute en plus, il faut s'assurer que les indemnités de départ et les primes de non mensuelles, elles remontent correctement et surtout, au moins sur le dernier mois, donc le mois où quitte votre salarié, il faut que le brut soumis à l'assurance chômage soit bien renseigné, pour que l'information remonte correctement. Et une fois que vous avez tout contrôlé, je ne vous l'ai pas dit, mais bien sûr, vous envoyez et vous recevez l'attestation rematérialisée. Est-ce que ça va par rapport à ça ou est-ce que vous avez des questions? Alors déjà, est-ce que vous utilisez la DSN de fin de contrat de travail ou non? Vous arrivez encore à les faire sur le site de Pôle emploi et vous vous dites: «Le temps que ça passe, je le fais par là». Ah bah, c'est bien. Donc a priori, il y a déjà des personnes qui l'utilisent. Il faut vraiment, même si vous n'avez pas envie de le faire en vous disant: «Non, c le temps que je peux saisir, par un autre biais, je le fais», c'est pas une bonne idée parce qu'il va arriver un moment où vous allez être bloqué. Il faut vraiment que ce soit nickel. Enfin, on tend à ce que, la DSN, ce soit vraiment, la base de tout. Voilà pour ça. Je vais reprendre mon support pour être sûre de ne pas oublier de vous dire, quelque chose. Donc tout est écrit, que vous passiez par l'assistant de sortie ou que vous passiez par, ce que je vais appeler l'ancienne méthode. Donc bien choisir fin de contrat de travail unique, les différents cas possibles, contrôler les anomalies, la synthèse des montants et envoyer. Et je viens de penser à quelque chose. Pour les sociétés qui auraient beaucoup de signalements, beaucoup de fins de contrat de travail sur un même mois. Je vous rappelle qu'ici, il y a une petite case à cocher et quand vous cochez ici, donc bien sûr, si j'avais plusieurs DSN de fin de contrat, ça les, cocherait toutes. Vous pouvez faire clic droit, «I contrôle» et en fait, ça lance le contrôleur sur toutes les déclarations qui sont sélectionnées. Donc si vous avez 40 départs sur un même mois, vous n'êtes pas obligé de passer déclaration par déclaration pour faire les contrôles. Vous pouvez les sélectionner en masse, les contrôler en masse et bien évidemment les sélectionner en masse et les envoyer en masse. Ça vient de me revenir. Hop. Et je vous ai reprécisé qu'une fois que vous avez envoyé, ben, il faut vous connecter sur 7GDI ou NetEntreprise. C'est plus facile via 7GDI. Si votre DSN est accepté, vous pouvez 3, 4, vous allez récupérer l'attestation rematérialisée que vous allez transmettre à votre salarié. Et encore une fois, les causes les plus fréquentes de rejet des DSN de fin de contrat de travail unique, ben, c'est encore cette histoire de numéro de contrat qu'on aurait chamboulé en cours de route, pour un salarié. Donc si c'est le cas, si vous savez que vous avez fait des nouveaux contrats pour des CDD qui n'ont pas eu de rupture, pensez à faire tout de suite les blocs de changement de contrat pour pas être embêté, parce que maintenant Pôle emploi, c'est 36 mois. Donc soit vous faites le bloc changement de contrat pour corriger tout de suite, ou soit vous priez pour que votre salarié ne sorte pas dans les 3 ans à venir, pour pas avoir, à refaire des modifications. Donc faites les modifications. Est-ce que ça vous intéresse que je vous envoie le document que je vous ai montré tout à l'heure de NetEntreprise, celui-ci, le fichier avec tous les codes qui vont bien? Ouais. Donc ça, moi, je l'utilise, ben, justement quand je me pose des questions existentielles et une des dernières questions que je me suis posée, là, il y a quelques jours, ici, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand vous envoyez une fin de contrat de travail unique, le cadre employeur, il n'est pas alimenté. En fait, c'est à vous de mettre, les informations. Et si on descend un petit peu, ça nous dit qu'à partir de mi-mars 2022, ça sera rempli par Pôle emploi en automatique. Et ben, je peux vous garantir qu'on est mi-mai 2022 et que ça n'est pas encore le cas. Donc j'ai pas de date précise, pour vous dire, à telle date Pôle emploi va renseigner les champs. C'est dans les tuyaux, ils vont finir par le faire, mais aujourd'hui cette partie-là, c'est pas lié à votre paramétrage. Même si c'est bien renseigné chez vous, ben, ça remonte pas encore, en automatique. Mais je vous envoie ça dans la foulée et c'est vraiment, un document qui est pas mal pour refaire les liens entre DSN et attestation papier. Ça nous permet de visualiser où on en est et où potentiellement, il y aurait une erreur. Et maintenant, je vais vous présenter le dernier type de signalement, donc la DSN ADV, amorçage des données variables.
type de DSN qui n'est pas obligatoire. Je pense que vous avez compris que seule pour l'instant la FCTU était obligatoire. Le signalement arrêt de travail, très pratique, donc à faire aussi. Et la DSN ADV va partir à 2 principaux organismes. Alors, les signalements, en fait, il existe 7 types de signalements d'amorçage, d'accord? Le premier, c'est l'embauche effective d'un individu. Vous m'embauchez demain chez vous. Ensuite, c'est l'embauche d'un individu suite à une mutation. Donc, quand on embauche un salarié suite à une mutation, on n'a pas de changement de référence contrat. Fin de dispense d'affiliation, donc là on parle au niveau des contrats sociaux, changement des paramètres de contrat collectif de prévoyance, donc santé complémentaire, retraite supplémentaire et compagnie, transmission de l'ensemble d'une population à affilier à un nouveau contrat, appel de topaz pour un individu non salarié et changement de tiers déclarant ou changement de logiciel déclaratif. Donc là, je vous ai juste mis la photo avec les différents codes. Sur la droite, à qui ça part. En gros, il y a 2 organismes principaux qui récupèrent ces informations. On a la DGFiP et on a les organismes complémentaires. Et ne vous inquiétez pas, on va faire le point un peu plus en dessous des tenants et des aboutissants. Donc, au niveau de la DGFiP, donc au niveau des impôts, à quoi ça sert de leur faire un signalement? Ça va être de récupérer un compte-rendu métier. Au niveau des signalements qui partent à la DGFiP, il y en a 4. Il y a embauche effective d'un individu, embauche de l'individu suite à une mutation, appel de topaz pour un individu non salarié et changement de tiers déclarant ou changement de logiciel déclaratif. Donc, on est bien d'accord que c'est des cas pour lesquels on n'a pas la possibilité normalement de récupérer le fichier CRM, et notamment quand on récupère une société qui est d'un autre logiciel, si l'autre logiciel ne nous fournissait pas le CRM et qu'on décidait de faire le topaz, si on avait 3 salariés, ça peut être très rapide. Si on avait 150, là, c'était un peu plus compliqué. Donc, au niveau des impôts, 4 types de signalements et ces 4 signalements me permettent de récupérer le compte-rendu métier. Donc, si je reprends le premier tableau que je vous ai montré, j'ai bien 4 croix ici, 1, 2, 3, 4 pour les impôts. Ensuite, pour les OC, donc les organismes complémentaires, j'entends par là mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire. Les 2 principaux points positifs, on va dire, avec le signalement de l'ADV, c'est que dans le cas d'une affiliation d'un salarié, en fait, ça permet d'être plus rapide. Actuellement, vous m'embauchez le 6, votre DSN est au 5, et en gros, la mutuelle a l'info, si on ne fait pas les démarches de notre côté, ils ont l'info qu'1 mois après, et derrière, il faut qu'ils lancent tout pour que je puisse être couverte rapidement par les différents contrats. Donc là, le fait de faire un signalement d'affiliation, donc soit un nouveau salarié ou une nouvelle affiliation, donc ça permet à l'organisme de me contacter s'il y a besoin pour les différentes informations. Est-ce que j'affilie les enfants? Est-ce que la transmission de mon RIB, etc., etc. Alors, pour cette partie-là, je sais que la plupart d'entre vous font encore les démarches, c'est vous qui faites les démarches auprès de l'organisme complémentaire et ce n'est pas l'organisme qui se rapproche du salarié. Donc normalement, si on fait un ADV, ça vous éviterait la saisie sur les portails des différents organismes, de dire voilà, j'ai monsieur un tel qui prend la mutuelle famille avec 3 enfants, riri, fifi, loulou, et voilà le RIB sur lequel il faut le payer, etc., etc. Donc là, ce serait se dégager de cette partie-là, de reporter ça sur l'organisme pour qu'il gère ça en direct avec le salarié. Et ensuite, pour tout ce qui va être changement d'affiliation, donc le cas le plus souvent, c'est un non-cadre qui passe cadre ou un salarié qui passe de la mutuelle famille à isolé ou des choses comme ça, et la possibilité aussi de le signaler à l'organisme complémentaire pour qu'eux fassent les changements rapidement de leur côté. D'accord? Pour les organismes complémentaires, il y a 5 types, on va dire, d'ADV qui sont communiqués aux organismes complémentaires. Donc, comme pour les impôts, l'embauche d'un salarié. Donc, dans ce cas-là, ça permet de générer le processus d'affiliation. Dans le cas
de l'embauche d'un salarié, pardon, suite à mutation, bah, pareil, ça permet de l'affilier aux différents contrats. Les fins de dispense d'affiliation, de certains salariés. On sait que dans certains cas, des salariés ont des dispenses d'affiliation sur les contrats et puis au bout d'un moment, ça peut s'arrêter. Bah, là, c'est une opportunité de les informer. Les changements de paramètres de contrat collectif. Donc là, le salarié qui a fait une modification, on va dire au niveau de ses choix ou de ses catégories. Et un individu qui change de population sur un nouveau contrat, possibilité aussi de le déclarer par là. Donc là, je vous ai mis tout le détail, c'est très littéraire, mais en fait, si on reprend mon tableau de départ, on a les différents cas avec à qui ça part et le plus courant, à mon sens, que vous allez utiliser, ça va être le premier, embauche effective de l'individu. Les mutations dans vos secteurs, je ne sais pas trop s'il y a beaucoup de mutations, mais ouais, essentiellement, ça va être le 1, embauche de l'individu. Et après avoir à l'usage, j'ai pas encore assez de retours pour savoir si vous allez utiliser ou pas pour transmettre les informations, auprès des organismes complémentaires. Mais ça peut être pas mal aussi de se dégager du temps sur toute cette partie-là. Donc super, je vous dis qu'il y a 7 motifs de signalement, que ces signalements, il faut les envoyer à la DGFiP et aux organismes complémentaires. Donc première interrogation qu'on peut se poser, c'est comment je fais pour faire un signalement? Alors, comment fait-on? Qui va-t-on prendre? Eh ben, on va prendre, allez, mon monsieur Ludic. Dans les fiches de salariés, dans DSN, DADSU, ici, il y a un champ amorçage. Donc c'est pas une nouveauté, ça fait déjà, je pense que ça fait 2 ans que ça existe. Quand vous cliquez sur amorçage, 3 possibilités. Insérer, modifier, supprimer. Donc, bien entendu, s'il n'y a rien à supprimer, on ne peut pas supprimer. S'il n'y a rien à modifier, on ne le peut pas non plus. Donc vous allez choisir insérer. Et quand vous choisissez insérer, vous avez ici les 7 choix qui s'offrent à vous. Si vous choisissez embauche effective de l'individu, par défaut, la date d'amorçage va être sa date de début de contrat. Bon, en même temps, ça paraît logique, si on veut récupérer une info, c'est la date de début du salarié. On va cliquer sur OK, on va se dire: «Tiens, on va le tenter», mais comme je sais que c'est pas tip top, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que mon salarié, on veut transmettre, un changement de ses paramètres de contrat, collectif. Et là, ça me met 10 mai qui est la date du jour. Donc c'est là où il faut faire attention si on veut anticiper, de pas trop anticiper. Si mon salarié a demandé un changement au 1er juillet, si je mets 10 mai, bah forcément je fais le changement au 10 mai. On va cliquer sur OK et donc là j'ai 2 signalements d'amorçage pour mon salarié. Un premier pour une embauche effective, mais sur du 2018 et un deuxième pour, un changement de contrat au 10 mai. Donc là, c'est bien, je vous l'ai montré sur un salarié, mais imaginons que tous mes salariés décident de tous changer de mutuelle. Ils décident de tous passer d'isolé à famille. Ou alors, j'ai une grosse vague d'entrée, j'ai 40 salariés qui entrent. Eh ben, ces critères, vous pouvez les ajouter par une modification en masse. Dans Annexe modification en masse, fiche de personnel, dans l'onglet, je ne sais plus, dans l'onglet DSN, ici, vous pouvez affecter un amorçage ou supprimer si vous en aviez affecté un par erreur. Donc, possibilité de choisir le code que l'on veut affecter et possibilité ici d'indiquer la date. Donc, comme pour toutes les modifications en masse, si vous souhaitez que ce soit effectif, pensez bien à cocher modification des salariés et possibilité de sélectionner des salariés par catégorie, établissement, service, unité, ou alors de faire une sélection manuelle de seulement quelques salariés. Super. On a fait, pour mon monsieur Dulac, on a mis ici ces informations d'amorçage. Maintenant, il faut qu'on communique auprès des organismes. Donc pour communiquer auprès des organismes, vous vous doutez bien qu'il va falloir générer une DSN. Et comme pour la DSN de fin de contrat de travail unique, vous avez ici dans l'état déclaratif DSN de signalement d'amorçage.
Si je clique là-dessus, plusieurs choix, un accès direct, donc j'ouvre juste le module, les informations du salarié sélectionné, la possibilité de choisir une autre sélection, pardon, c'est les critères qu'on a en dessous, possibilité d'envoyer sur une date précise ou alors une période complète et la possibilité de faire OK. Cette fois-ci, on n'arrive pas dans arrêt de travail mensuel ou quoi que ce soit, on arrive dans amorçage et ici, si je clique sur mon monsieur du lac, hop, ce qui a changé par rapport aux autres déclarations, c'est qu'ici, on est passé en nature 08. Donc tout à l'heure, on a vu 01, 04, 07 et voici la 08. Exactement les mêmes informations dans envoi déclaration établissement. Au niveau de salarié, on a, un mix entre, la DSN fin de contrat de travail et un mix entre l'arrêt de travail. Donc on retrouve numéro de sécurité sociale, nom, prénom, date de naissance, adresse du salarié et son ancienneté. On retrouve au niveau de contrat, là, un peu plus d'informations. Alors pourquoi on a un peu plus d'informations, et on n'a pas que la date de début de contrat et le numéro de contrat? Ben, pour vos contrats de prévoyance, ils ont besoin d'avoir toutes les informations en fonction des catégories. Donc on retrouve aussi ici les contrats sociaux qui sont attachés aux salariés. Donc pensez bien, si vous voulez passer un salarié sur la mutuelle, famille au lieu d'isoler, avant de faire votre signalement, il faut bien penser à modifier son contrat social ici. Moi, c'est simple, j'ai qu'une mutuelle, mais si vous aviez famille isolée, si vous voulez déclarer qu'il est passé de isolé à famille, eh ben, bien entendu, il faut m'insérer le contrat famille ici pour que dans votre signalement d'amorçage, soient alimentées les informations. Et ensuite, on a un petit bloc absence. Donc là, c'est juste pour les suspensions de contrat de travail. On ne retrouve pas, autant d'informations que de l'autre côté. Et on n'a rien de plus là-dedans. Donc on va avoir tendance à lancer le e-contrôle. Si c'est sur des nouveaux salariés, donc des affiliations de nouveaux salariés, embauche effective, on risque d'avoir un peu plus d'anomalies que sur un salarié qui est là depuis quelque temps. Pourquoi on risque d'avoir un peu plus d'anomalies? Ben, en fait, les anomalies que vous retrouverez ici, c'est celles que vous n'aurez pas, dans votre DSN mensuel et la plupart du temps, ça va être quoi? Vous avez oublié de mettre un code PCS, vous avez oublié de mettre un département de naissance, enfin vraiment les choses basiques, habituelles. On n'a pas d'anomalie, on clique sur envoyer et là, que va-t-il se passer? Et ben, en fonction du signalement que vous allez envoyer, c'est pas ça que je voulais prendre. En fonction du signalement que vous allez envoyer, vous allez avoir des retours, différents. Donc si c'est parti à la DGFiP, si c'est du 1, du 2, du 6 ou du 7, vous allez avoir, comme d'habitude, une notification comme quoi un CRM est disponible. Vous pourrez faire dans la fiche de salarié import au pass et ça va venir vous indiquer pour le salarié en question un taux de prélèvement à la source avec une date de validité et un numéro de CRM. Donc bien entendu, si vous aviez envoyé 40 embauches effectives et qu'il y a 40 retours de Topass, vous pouvez les importer tous en masse en une seule fois. Il ne faudra pas faire 40 fois un porte-pass. Au niveau des organismes complémentaires, bah, eux, ils vont pas vous rematérialiser de CRM. On n'a pas de CRM, à importer qui viennent des prévoyances et mutuelles. Par contre, vous allez pouvoir consulter sur Net Entreprise ou sur 7GDI, les comptes rendus métiers, qui seront identiques aux comptes rendus métiers que vous avez mensuellement. Donc ça vous permettrait de voir s'il n'y a pas une erreur sur un code population, un code option, ou une référence contrat qui ne serait pas, reconnue par l'organisme en question. Donc, pas obligatoire de faire du signalement ADV. En général, vous allez me dire: «Je ne vais pas le faire tout de suite» parce que comme c'est un peu nouveau, on se dit: «On va pas se compliquer la vie». Mais en réalité, c'est pas compliqué du tout. Il faut juste ici, hop, dans DSN, DSU, choisir le type. Il y en a pas tellement, donc ça va relativement vite à réfléchir. On va dire que 8 fois sur 10, ce sera le premier embauche effective de l'individu.
Ensuite, les changements pour les contrats collectifs ou les fins de dispense d'affiliation, vous pourriez les faire comme ça. Et une fois que c'est fait, état administratif, youp, signalement d'amorçage, ça mouline, vous contrôlez, vous envoyez et vous regardez les comptes rendus. Rien de bien sorcier là-dedans. Alors, au niveau des comptes rendus métiers, pour être honnête, j'ai pas énormément de retours sur les signalements ADV. Donc il y a eu plusieurs signalements qui ont été envoyés, mais il y a pas vraiment eu de problème, parce que, on reçoit bien les comptes rendus métiers, des impôts avec les TOPAS. Il y a pas trop de risques, d'anomalie. Le seul problème, ce serait si les numéros de sécurité sociale n'étaient pas bons et dans tous les cas, vous auriez eu un problème dans votre DSN mensuel. Ou après, ce serait les références contrat de travail, pas contrat de travail, pardon, les références contrats sociaux qui seraient erronées et auquel cas vous auriez eu aussi une anomalie dans votre DSN mensuel. Donc pas forcément beaucoup de retours là-dessus, mais le peu qui ont été utilisés, c'est quand même assez pratique et beaucoup plus pratique que le Topaz pour récupérer les taux. Et surtout, vos salariés qui ne sont pas imposables sont quand même contents quand on leur met sur les premiers mois des taux à 0 et leur mettre le taux neutre, directement. C'est un peu plus sympa pour eux. Est-ce que j'oublie de vous dire quelque chose? Mon support va vite me le rappeler. Donc ça, on a vu, il y en a qui partent aux impôts, il y en a qui partent aux organismes complémentaires. Quand ça va aux impôts, ça me retourne un compte rendu métier avec le TOPAS. Comme ça, j'applique dès le premier mois les bons taux. Hop, on a vu. Je vous ai remis toutes les petites captures d'écran. Donc dans la fiche de salarié, pardon, DSN dessus, amorçage, on choisit code, on met la date, on clique sur OK. Possibilité de le faire en modification en masse. Donc je vous ai remis annexe modification en masse, fiche de personnel, DSN et ici affecter un amorçage. Et pour la génération, état administratif, DSN signalement d'amorçage et les différents choix qui vous sont proposés, à quoi ils servent. Hop, le contrôle et l'envoi, rien de ma sorcier. Il contrôle, envoyer et ensuite les retours pour la récupération des différents éléments. Et voilà. Est-ce que tout est clair? Est-ce que vous avez des questions ou des choses sur lesquelles vous souhaitez que je revienne? Et j'ajoute une question. Est-ce que vous pensez que vous allez me faire des signalements d'amorçage des données variables? C'est pas sûr, je m'en doutais. Alors, comme je vous dis, c'est parce qu'on n'en parle pas assez, mais faites-le au moins pour vos nouveaux embauchés, ça va vraiment c'est super rapide à faire. Et puis au moins, ça vous oblige à manipuler. C'est pas très contraignant, parce que vous affectez si vous avez, je sais pas, 10 entrées sur le mois, annexe modification en masse, vous les mettez tous en embauche effective, vous envoyez et quand vous ferez un porte-passe de tous vos salariés, donc vos imports mensuels, les salariés pour lesquels il y aurait eu des CRM en cours de période, ça va remonter aussi. Donc ça peut être pas mal. Là où moi je suis un peu mitigée, ça va être, sur les organismes complémentaires. Alors pourquoi je suis un peu mitigée? Quand je vois comment certains organismes ont du mal à traiter une DSN mensuelle, je ne sais pas trop comment ils vont gérer, les ADV, mais ça, il y a qu'en testant qu'on aura les retours. Mais sur le Topaz, ça tourne bien. Voilà, voilà. Donc là, ce que je vais faire, dans la foulée, je vais vous envoyer le support de formation, le support net entreprise sur les correspondances entre la DSN, l'attestation Pôle emploi. Juste un petit mot sur la paye. Nous sommes au mois de mai. Jusque-là, je vous apprends rien, sauf que mois de mai, changement de taux du SMIC. SMIC qui passe à 10,85.
Qui dit augmentation du SMIC dit augmentation des rémunérations, notamment des contrats pro des apprentis. Attention à ceux qui sont rémunérés sur du conventionnel qui étaient au-dessus du SMIC, à bien vérifier qu'ils sont toujours au-dessus du SMIC avec, le nouveau taux. Ça bouge aussi le plafond du minimum garanti, ça bouge le plafond de l'allocation chômage partiel, mais de toute façon, on va envoyer une communication là-dessus. Sinon, je vous remontre que ici, il y a une petite fiche pratique sur la droite qui vous explique tout ça. Mais n'oubliez pas sur votre paye de mai de faire le changement. Voilà, voilà. Et ben, si tout est clair pour vous et s'il n'y a plus de questions, j'espère que ça vous a plu, ce petit format sur 2 heures. Je verrai par la suite si j'ai d'autres idées sur des points comme ça, d'autres points de paye, à faire en petit format sur, des courtes durées pour, vous apprendre des nouvelles choses et refaire des points sur des choses qui sont peu ou pas très bien utilisées. Donc voilà, voilà. Si tout est clair pour vous, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi, des bonnes DSN de signalement et puis, à bientôt. Faites bien attention à vous.